Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Repenser la maternité sous le prisme féministe, c'est le livre que vous publiez, Camille Froidevaux-Métry. Bonjour. Vous êtes philosophe, professeur de sciences politiques à l'université de Reims, Champagne-Ardenne, et vous publiez donc Un si gros ventre, expérience vécue du corps enceint aux éditions Stock. Ma camarade Catherine Dutu, qui est dans ce studio et qui, il y a quelques minutes, nous a livré sa revue de presse internationale, évoquait la manière dont les maladies, dont le corps des femmes et les cancers qui touchaient spécifiquement les femmes étaient sous-représentés dans la médecine. Peut-être pourrions-nous débuter par cela, par la manière dont justement les inégalités de genre, la manière dont le corps des femmes peut être observé d'une manière et négligé d'une autre. Oui, on est vraiment tout de suite au cœur du sujet, en effet, puisque par un côté, le corps des femmes est considéré dans sa dimension fonctionnaliste, comme un corps, par exemple, maternel, un corps à faire des bébés, et qu'il est dès lors appréhendé, notamment par la médecine, comme un corps objet, qui dépossède en fait les femmes, on va sans doute y revenir, de leur subjectivité. Mais par un autre côté, on observe que dans la science, dans la médecine, et jusque dans la philosophie, on ne pense pas cette condition incarnée des femmes, et encore moins quand elles regardent les caractéristiques supposément spécifiquement féminines qui ont trait notamment aux fonctions sexuelles et maternelles. Alors c'est intéressant d'ailleurs que vous parliez des spécificités du corps féminin, puisque dans la revue de presse internationale de Catherine que j'ai sous les yeux, il y a également un certain nombre de choses, Catherine, sur le fait que le corps des femmes est moins pris en compte par les hommes. Par exemple, dans l'automobile, les airbags protègent mieux les hommes. Oui, c'est ce que souligne le magazine américain Forbes. Les mannequins féminins n'ont été que très rarement pris en compte dans les crash tests, alors que les femmes, notamment aux États-Unis, sont celles qui conduisent le plus, ce sont celles qui ont le moins d'accidents, mais ce sont celles qui sont le plus blessées, qui ont le plus de risques de mourir parce que les systèmes de protection en fait ne sont pas adaptés au corps féminin. De la même façon que les études avant la mise sur le marché des médicaments sont faites sur la base de corps soi-disant génériques, mais qui sont des corps masculins, avec tout ce que ça implique de différentiel en termes de dosage, de posologie, etc. Et on sait aussi que bien des médicaments, la majorité d'entre eux, en fait, sont testés quasiment exclusivement sur des hommes, ce qui produit évidemment des effets souvent négatifs pour les femmes. Vous poursuivez, Camille Froidevaux-Métry, une œuvre singulière. C'est en tant que philosophe que vous évoquez le corps des femmes, mais vous êtes une femme et vous évoquez aussi des moments autobiographiques. En l'occurrence, dans ce dernier livre, Un si gros ventre, il est question donc de l'expérience du corps enceint, et donc vous racontez aussi comment se sont déroulées vos grossesses, les différents épisodes de votre vie de femme et de mère. Pourquoi justement à la fois ce mélange, et qu'est-ce qu'une philosophe peut dire sur ces expériences-là ? Alors c'est une approche que je développe dans tous mes livres. J'ai élaboré au cours du temps une méthode un peu de façon artisanale, expérimentale, que je qualifie d'enquête phénoménologique. Il s'agit pour moi de penser le corps des femmes, et il m'est apparu assez immédiatement qu'il m'était difficile de le faire sans impliquer les personnes concernées, sans entendre la voix de celles qui éprouvent ces expériences vécues, parce que elles ont ceci de caractéristiques, et notamment l'expérience vécue de la grossesse, qu'on ne demande jamais aux femmes d'exprimer ce qu'elles éprouvent, ce qu'elles traversent, qu'on ne s'intéresse pas même à la question du ressenti de la douleur, de la souffrance, et que d'une façon générale, dès lors qu'il est question de leur corps, elles cessent d'être des sujets réflexifs pour n'être plus que des corps objets entre les mains de la médecine. Et donc ma méthode consiste à mêler ma voix, donc des éléments autobiographiques, avec celle des femmes que je rencontre, et à tisser avec ces voix une espèce de toile dans laquelle je viens poser les idées et les approches d'autrices, de philosophes, de politistes, de sociologues, qui m'aident à penser la condition incarnée qui est celle des femmes aujourd'hui. Et vous racontez comment la maternité a transformé votre vie, sachant que chaque expérience est une expérience unique. En tant que professeur, en tant que femme, qu'est-ce qui a changé en vous avec cette maternité, Camille Froidevaux-Métry ?
Alors je dis souvent que je suis entrée en féminisme par la maternité. J'ai eu un parcours jusque dans ma trentaine où j'ai pu rester à distance des discriminations, si ce n'est celles qu'on subit au quotidien, disons le sexisme ordinaire. Mais c'est vraiment par la maternité que j'ai pris conscience, un peu brutalement je dois le dire, de ce qu'impliquait le fait d'avoir un corps sexué féminin, en l'occurrence ici maternel, en termes notamment de silenciation et de désubjectivation. J'ai été très frappée. Voilà, j'ai fait 4 grossesses et j'ai eu 2 enfants, donc j'ai vécu notamment à 2 reprises des arrêts naturels de grossesse. Et c'est dans ces moments-là spécifiquement que j'ai pris conscience que ce que je traversais et qui était pour moi véritablement de l'ordre du cataclysme existentiel était absolument nié et invisibilisé d'un point de vue social et même médical d'une certaine façon. Mon corps maternel avait dysfonctionné. Il était question simplement de réessayer, de le relancer la machine. Mais en revanche, mon expérience vécue intime, elle était totalement niée. Et donc c'est quelque chose qui m'a interrogée, qui a fait que j'ai commencé à lire et à réfléchir sur cette question de comment on oublie en fait de penser le corps des femmes. Oui, d'où cette assertion, une tribune qui en a été donc extraite. Nous ne faisons pas de fausses couches, nous les subissons, disait cette tribune Camille Froidevaux-Métry. Il y a là donc à la fois une expression qui nomme mal les choses, mais aussi un phénomène qui n'est pas considéré comme il devrait l'être. Expliquez-nous pourquoi. Alors, l'origine de tous nos problèmes, si je puis dire, c'est la définition quasi immémoriale, puisqu'elle remonte à l'Antiquité grecque, de l'existence des femmes au seul prisme de leurs fonctions corporelles, et spécifiquement de leurs 2 fonctions sexuelles et maternelles. Aux yeux de la société dans sa dimension patriarcale et jusqu'à aujourd'hui y compris. Et même si, je le dis tout de suite, il y a évidemment toute une série de conquêtes et d'avancées sur le terrain des droits des femmes qui marquent les 5 dernières décennies, mais il est demeuré, par-delà tous ces progrès, il est demeuré que la condition féminine est restée définie par cette idée que nous sommes et nous devons rester des corps disponibles, des corps à disposition dans ces 2 fonctions sexuelles et maternelles. Et c'est quelque chose qui se manifeste notamment dès lors que le corps des femmes est concerné par une problématique comme une maladie, la grossesse, etc. Où là, soudain, les femmes doivent accepter en quelque sorte de s'abandonner entre les mains de la médecine et sont privées en fait de toute prise et de toute participation à leur propre parcours de maladie ou de grossesse. Alors, vous expliquez et vous montrez au travers donc de ces différents discours de femmes, puisque donc comme je l'ai dit, comme vous l'avez rappelé, Camille Froidevaux-Métry, vous avez rencontré 28 femmes pour écrire ce livre, à quel point il y a un regard à la fois normatif et des contraintes qui sont imposées au corps de ces femmes enceintes. Oui, alors ça c'est l'aspect... En fait, la grossesse permet de révéler le moment un peu de charnière dans lequel nous sommes, c'est-à-dire que par un côté, il y a en effet encore, dans la vie quotidienne des femmes, et spécifiquement pendant la grossesse, tout un flux d'injonctions et de dictates qui concernent ce que les femmes sont censées faire de ce corps enceint, les comportements qu'elles doivent adopter, mais aussi les représentations auxquelles elles doivent souscrire. Par exemple, cette exaltation très commune de la maternité qui impose aux femmes de le vivre et de le dire comme si c'était là l'épanouissement absolu de leur existence et comme si elles vivaient là un accomplissement sublime, alors que, et c'était un des constats de l'enquête, beaucoup de femmes n'aiment pas être enceintes, voire même détestent cela, ce qui n'empêche qu'elles souhaitent ardemment être mères et qu'elles adorent même le devenir, mais simplement elles n'aiment pas ces 9 mois pour des raisons qui leur sont propres. Et ça, c'est quelque chose, c'est un ressenti que l'on n'entend jamais, puisque socialement, la maternité demeure comme un idéal auquel doivent souscrire toutes les femmes. Alors vous le rappelez, l'une des femmes que vous rencontrez par exemple dit de manière générale, je ne suis pas dingue d'être enceinte, c'est pas le truc waouh, je savais au fond de moi que le côté ce ventre qui porte la vie, c'était un peu du bullshit. Qu'est-ce qu'elles vous disent ces femmes, Camille Froidevaux-Métry, car c'est l'une des choses surprenantes que vous rapportez dans ce livre, le fait que l'expérience donc d'être enceinte n'est pas nécessairement une expérience heureuse. Oui, ou en tout cas, elle est en tout cas ambivalente. Et c'est simplement mettre au jour quelque chose que les femmes savent bien et éprouvent, mais qu'elles n'ont, une fois encore, pas la possibilité d'exprimer. Alors, je voudrais nuancer un petit peu parce que, en parallèle de ce constat d'une grossesse qui peut être un moment pénible, il y a aussi, et de façon aussi très majoritaire, une aspiration très forte de ces femmes à reprendre possession de leur corps enceint et à réclamer en quelque sorte qu'elles soient à nouveau considérées comme des corps sujets. La
grossesse, c'est un moment de dépossession radicale qui met vraiment au jour cette condition séculaire d'objectivation du corps des femmes. Or, dans nos sociétés occidentales, il faut préciser que c'est dans ce cadre que je réfléchis exclusivement, les femmes ont cette chance de pouvoir, dans un tas de domaines, pouvoir faire à peu près tous les choix possibles. Eh bien, il devrait être possible pour elles de reprendre possession aussi de toutes les dimensions incarnées de leur existence, notamment de ce processus de gestation jusqu'à l'accouchement y compris, pour s'affirmer comme les sujets libres, réflexifs, agissants qu'elles sont. Mais alors justement, comment se réapproprier à la fois son corps, peut-être son destin, comment ces femmes qui vous ont parlé, Camille Froidevaux-Métry, s'y sont prises pour aboutir à cela, à nouveau une expérience de sujet, alors qu'elles étaient contraintes par la médecine, par la situation? Écoutez, elles font comme elles peuvent. C'est pas toujours facile, mais en tout cas, ce qui est important, c'est que j'observe que dans le champ féministe, que ce soit celui de la pensée ou des luttes, il y a des initiatives de plus en plus nombreuses autour de ces thématiques qui permettent de rendre public, mais aussi de politiser. On parlait des arrêts naturels de grossesse. Eh bien, les mobilisations de terrain ont permis que, avant l'été, une loi passe qui pose le principe de congé 100 jours de carence et le principe même d'un accompagnement psychologique des femmes traversant ce moment. On est en train de vivre une véritable révolution sur les deux aspects procréatifs et familial. Après le grand moment des années 70 où il s'est agi de décorréler la sexualité de la procréation par la conquête des droits reproductifs. Et après le tournant des années 80-90 avec l'apport des études de genre et des études queer qui ont permis de dénaturaliser, de débiologiser le genre, on est à un moment important où peut-être on peut commencer de penser une décorrélation entre peut-être la grossesse et le féminin. Et je le dis parce que j'ai tenu dans mon enquête aussi à rencontrer un homme trans qui a été le premier homme en France à porter un enfant. Et c'était important pour moi de faire entendre aussi d'abord l'existence de ces familles nouvelles et elles sont pionnières dans bien des aspects parce qu'elles ouvrent aussi des perspectives. Lesquelles justement, si vous pouviez? Eh bien, alors il y a deux types de familles. Les familles eh bien, de personnes en couple lesbien ou en couple homosexuel, ou les familles de mères qui choisissent d'avoir un enfant en solo, de façon tout à fait volontaire. J'ai été très frappée du nombre de femmes seules qui souhaitaient me rencontrer pour parler de leur expérience. J'ai même dû arrêter de faire des entretiens parce que ça dépassait, disons, leur poids statistique. Mais ça m'a mis sous les yeux un phénomène qui, je crois, va devenir massif, c'est-à-dire que la famille traditionnelle, telle qu'on la connaît depuis à peu près toujours, elle a, depuis un moment déjà, été questionnée et mise en cause, mais surtout, ce qu'on observe, c'est une ouverture des possibles familiaux, des possibles conjugaux, et ça, c'est quelque chose qui marque un vrai grand tournant. Camille Froidevaux-Métry, Un si gros ventre, expérience vécue du corps insain aux éditions Stock. Vous serez rejointe dans une vingtaine de minutes par la romancière Maria Pourchet qui publie Western et qui, elle aussi, pose son regard sur le corps des femmes. 7h55. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Et oui, Camille Froidevaux-Métry, vous publiez Un si gros ventre aux éditions Stock, un livre où vous posez un regard politique sur la manière dont la société observe les femmes enceintes, la manière dont celles-ci également se le représentent, puisque vous nous l'avez expliqué, vous avez rencontré 28 femmes pour évoquer avec elles leur expérience de la grossesse. Et en lisant votre livre, j'ai songé à une romancière qui est là, Maria Pourchet, bonjour. Bonjour. J'ai songé à une romancière dont l'un des livres précédents, Toutes les femmes sauf une, qu'on pourrait qualifier d'autofiction. Oui, à minima, oui. Ce livre représente une tentative de raconter aussi une expérience du corps enceint, une expérience qu'on pourrait qualifier d'ambivalente, puisque vous racontez la manière dont ce personnage, cette femme, vient d'accoucher douloureusement d'une petite fille. Pourquoi avoir décidé d'écrire ce livre de cette manière-là, Maria Pourchet ? Alors de cette manière-là, vous voulez dire en m'adressant à un enfant. Alors, déjà, ce livre, je ne me suis pas tellement interrogée sur sa forme parce qu'il vient tellement de la colère. Il vient d'un endroit de ma pensée qui est très élémentaire, qui est très, il vient vraiment de l'émotion. Donc j'écoutais attentivement ce que disait Camille parce que ce moment-là de l'accouchement, pour moi, ça a été le moment de ma vie où je me suis sentie le plus
pas abusée, mais minorée parce que femme. J'avais jamais ressenti, j'ai eu la chance de ne pas avoir à ressentir d'injustice sociale et encore moins biologique du fait d'être une femme. Et pendant toute cette expérience, de la fin de la grossesse jusqu'à l'expérience de la clinique, je me suis sentie violemment renvoyée à une condition que j'avais jamais éprouvée comme une violence en fait. Donc, si bien que il y a cette violence-là, et puis il y a aussi une filiation, une forme de malédiction racontée dans ce livre Toutes les femmes sauf une malédiction qui touche les femmes, leur haine de soi, la manière dont tout cela peut s'hériter d'une génération à l'autre. Oui, c'était aussi le prétexte, c'était le point de départ d'une réflexion sur le langage, puisque la narratrice part du fait qu'on ne lui a rien dit de ça. Enfin, on lui a raconté la merveille et l'effort, la merveille qui succédait à l'effort, en parlant très très peu de l'effort, de ses conséquences, en parlant de très peu du pourquoi les hommes étaient absents de la maternité. Etc., etc. Et elle décide de comprendre pourquoi elle est la somme de ces mensonges, de toutes ces injonctions, ce que j'appelle la rhétorique du tiens-toi droite, où on lui a dit tout ce qu'il fallait faire, voilà, de prendre du plomb dans la tête, de se tenir droite, de regarder où elle met les pieds, de ne pas avoir la tête dans les nuages, enfin, toutes ces phrases que les femmes adressent aux femmes d'une génération à l'autre pour finalement les tenir dans un certain conditionnement et c'est là que les femmes aussi participent à leur propre oppression, c'est ce qu'elles transmettent aux filles. Et en revanche, l'expérience de la maternité, la narratrice, on ne lui a jamais raconté. Elle a le sentiment d'avoir été précipitée dans une expérience quasi médiévale sans qu'on lui ait dit. En fait. Voilà. Camille Froide-Vaumétry. Oui, Toutes les femmes sauf une, c'est un magnifique roman que j'ai vraiment adoré et qui résonne beaucoup avec mes propres réflexions, notamment dans ce qu'il dit de ce que vous appelez la haine que les femmes vouent à leur genre, dans cette relation spécifique entre les mères et les filles. Et je remarque que cette question de la difficile transmission, voire impossible, d'un rapport à soi et à son corps, notamment apaisé, serein, c'est quelque chose qui devient de plus en plus centrale, parce que c'est là que se condense aussi un des problèmes, qui est qu'en effet, comme vous le disiez, il y a quelque chose de l'ordre de la malédiction féminine dans cette transmission génération après génération de la condition patriarcale. Et j'observe que, alors j'ai travaillé cette question aussi de la toxicité maternelle sous une forme littéraire dans mon premier roman qui s'intitule Pleine et douce. Et ce que je vois autour de moi aussi, c'est comment cette thématique en fait relie entre elles beaucoup d'autrices. Je pense notamment au roman de Pauline Perrade, L'âge de détruire, mais plus récemment, cette rentrée littéraire, les deux très beaux premiers romans de Joséphine Tassi, L'Indésir, et de Léna Gare, Tumeur et tutu. Le point commun entre tous ces livres, et le vôtre et le mien aussi d'une certaine façon, c'est de mettre au jour en fait ce tabou, que c'est pas parce qu'une femme devient mère qu'elle entre dans une phase sublime caractérisée par la bienveillance et la douceur, et que c'est parfois tout à fait l'inverse, et que c'est le moment d'une immense violence, le moment où de la détestation, et le moment aussi où se met en route ce mécanisme que Simone de Beauvoir avait repéré, que les femmes sont entre elles comme des camarades de captivité, c'est-à-dire dans un système patriarcal, elles ne peuvent faire autrement que rentrer dans la rivalité entre femmes et de jouer ce jeu en fait de la détestation entre femmes. Maria Pourchet, il n'y a pas beaucoup de place effectivement à la sororité dans ce contexte-là. Alors moi, j'ai pas appréhendé ça sous l'angle de l'absence de sororité ou non. Là où je pourrais poursuivre votre propos, c'est que en tout cas, ce moment-là, c'est un des moments de l'existence où le corps se rappelle soudainement et violemment à son propriétaire, en tout cas pour moi, dans une vie où tout est fait depuis l'éducation, on pourra peut-être en parler, pour que ce corps soit une abstraction, jusqu'à ce qu'on l'oublie. Ça, c'est vraiment un motif que j'ai exploré dans tous mes romans. Pardon, oui. Non, je voulais vous permettre de vous éclaircir la gorge, et je voulais en profiter pour lire un extrait, alors cette fois-ci de votre dernier roman, Western. Là aussi, on voit une mère et son fils. Cette fois-ci, ça n'est plus une fille, autrement dit Aurore et Cosma, qui, Aurore, la mère,
s'en va de la région parisienne et décide d'aller habiter dans le Lot, dans une petite maison héritée de sa mère. Et là, dans ce lieu où ils devaient être tous les deux tranquilles, où elle aurait pu télétravailler, eh bien, ce silence, cet apaisement est troublé par l'arrivée d'un homme, Alexis, qui s'avère être un acteur, lequel fuit une scène parisienne dans les deux sens du terme, une pièce qu'il devait jouer, mais aussi une accusation qu'il sent venir, une accusation de masculinité toxique, pour le dire en deux mots. Et il y a donc à nouveau ce thème de la contrainte, qui est un thème qui vous appartient, avec la difficile lutte des femmes, mais aussi des êtres humains pour l'autonomie. Et il y a ce passage qui décrit la manière dont Aurore voit le fait d'être enceinte. Donc, elle est enceinte, elle ne voulait pas, mais par chance, elle arrive largement après Vell, Halimi et consoeurs, héritière de 3e génération des combats pour la liberté des filles à disposer d'elles-mêmes, à l'image des peuples souverains. Elle va pouvoir maintenir le cap grâce à l'IVG. Oui, sauf qu'elle ne pourra pas le faire. Oui, c'est dans ce livre-là, j'essaye à nouveau de témoigner d'un rapport au corps qui me paraît très très contemporain, où notre corps est comme le champ d'une bataille qu'on mène depuis le début contre soi-même. Enfin, en tout cas, moi, les expériences les plus violentes de mon existence, c'est ça. Quand je parlais d'abstraction tout à l'heure, c'est exactement ce qui arrive à mon personnage d'Aurore, à mon personnage féminin. On me demande plus de parler du personnage masculin d'habitude, donc j'en profite. Aurore, c'est quelqu'un dont le corps a été oublié depuis l'éducation au profit, subordonné à la performance scolaire, intellectuelle, et puis ensuite sociale, professionnelle et même conjugale. Le corps est toujours une variable d'ajustement au profit du mental, de toutes ces performances-là, jusqu'à ce que, alors ça peut être une maternité, ça peut être un choc amoureux, ça peut être un burn-out, c'est un burn-out, ça peut être une maladie, un accident, mais le corps est là quand même, et il va se rappeler violemment à sa propriétaire. Et elle n'a pas le choix que de le regarder, que de l'investir. Ce corps que dans son éducation, elle ne devait pas ni montrer, ni investir, ni transformer, parce que dans les éducations normées et normatives qui sont les nôtres, il ne faut pas trop maigrir, il ne faut pas trop grossir, il ne faut pas se tatouer, il ne faut pas donner le corps non plus. Donc, c'est plus facile de l'oublier. Et là, elle n'a pas le choix que de le réparer, que de le regarder, et elle s'aperçoit qu'elle ne sait absolument pas comment faire ça, sauf dans la fuite, l'isolement. C'est pour ça qu'elle va à l'ouest. Camille Froide-Vaumétry. Oui, ce personnage, il est un peu emblématique de toute une génération de femmes, celles qui ont grandi et qui se sont, qui ont investi le monde social dans les années 80, 90, 2000, des femmes à qui on a dit qu'elles pouvaient tout faire, mais à une condition, qu'elles taisent et qu'elles oublient presque qu'elles avaient un corps. Elles devaient devenir des hommes comme les autres, et donc ça au sacrifice de dimensions incarnées de leur vie. Et il se trouve que depuis une petite dizaine d'années, on est engagé dans un processus de réappropriation de nos corps pour précisément essayer de tenir ensemble les deux dimensions, l'objectivation d'un côté et la subjectivation de l'autre, et faire en sorte que une forme de réconciliation entre nos existences qui sont nécessairement incarnées. Alors l'incarnation de la chair. Je vous en prie, Maria Pourchet. Je ne suis pas sûre que cette expérience-là soit si genrée. Finalement, ce phénomène d'abstraction du corps touche aussi les hommes. Et puis, il y a toujours, si on... Il est propre à notre temps, je crois. Camille Froide-Vaumétry, vous voulez Oui, réagir ? non, là je ne serais pas d'accord avec Maria Pourchet, parce que je pense qu'il y a une expérience vécue de la sexuation qui est spécifiquement féminine, parce que ce que produit le corps des femmes dans leur quotidien en termes de discrimination et de violence n'a vraiment aucune commune mesure avec ce que vivent les hommes du même fait qu'ils sont leur corps sexué masculin. Mais... Ah non, j'étais pas spécifiquement sur les violences... Oui, mais je pense que l'expérience vécue du corps, elle a dans sa dimension féminine quelque chose de spécifique. Mais bien sûr, spécifique, oui, bien sûr. Si on poursuit avec la manière justement dont le corps d'Aurore se rappelle à Aurore, alors il y a quelque chose, là vous allez me donner votre point de vue, il y a quelque chose de très présent, c'est le rappel de la chair qui là lui fait rappeler qu'elle a un corps avec une dimension là aussi très ambivalent, très ambigu, puisque le roman ne juge pas, il présente Maria Pourchet, mais vous qui l'avez écrit ce roman, qu'en pensez-vous ? Et pourquoi avoir décidé justement de montrer cette femme dont le corps se rappelle à elle par ces épisodes charnels ? Comme je disais tout à l'heure, on écrit d'où on
on pense, d'où l'on ressent. On écrit à partir de soi. Et je n'ai jamais rien connu de plus violent, donc la maternité en fait partie, que ces moments-là. Alors ça peut être la maternité, hein, encore une fois la maladie, ça peut être la passion amoureuse que j'ai traitée dans mon livre précédent, mais c'est la même expérience le corps rappelle à quel point il est souverain, et soit on s'en détache, soit on le regarde. Camille Froide-Vaumétry. Oui, c'est une façon tout à fait, quasi idéale de décrire ce que j'entends moi par l'expérience phénoménologique, du fait que nous ne pouvons pas faire abstraction précisément de nos corps, et que toute expérience, toute relation passe par celui-ci, et que c'est un peu un des enjeux de ces livres qui nous réunissent, que de rappeler, ou même voire de révéler à quel point nous devons faire de nos corps, redevenir les corps que nous sommes. Et l'autre expérience qui est aussi très frappante, elle est dans vos 2 livres d'ailleurs, c'est l'expérience de la parentalité. Donc ce petit garçon, Cosma, qui est avec sa mère, Aurore, et c'est lui pratiquement qui protège sa mère. Oui, alors ça, c'est le rapport mère-enfant. Alors moi, j'ai souvent l'impression qu'on m'avait menti sur la merveille de la naissance, en me parlant de la merveille du moment, et finalement en me parlant très peu de la naissance d'une relation, de l'apparition des très précoces des personnalités des enfants, et donc ça, c'est la part de l'histoire de la maternité qui me fait me dire mais de quoi j'ai vécu avant. Tellement, et effectivement, ça fait partie d'un des motifs que j'essaye de réinvestir, parce que c'est vraiment l'enchantement. À quel endroit cette relation mère-fils ou mère-fille peut devenir égalitaire dans il y a peut-être presque des inversions d'autorité, où parfois l'enfant a la capacité intuitive de comprendre ce qui se passe chez l'adulte, pas de le conseiller, mais de le guider. Il est génial, ce petit garçon, parce qu'il a un imaginaire beaucoup plus vaste que ces adultes qui sont enserrés dans des contraintes, dans des choses. Il a en fait, lui, il va vers. Il n'est pas encombré par tous les freins, les filtres, les conditionnements, toute la complexité pathologique qu'on met entre nous et l'autre pour éviter de le rencontrer. Donc quelque part, il a quelque chose d'exemplaire dans sa manière d'aller vers Alexis, l'homme qui va vers sa mère et dont sa mère a priori ne veut pas. Dans sa manière d'aller vers les animaux, vers les pierres ou vers les gens, à l'âge qu'il a, c'est encore la même. Elle n'est pas encombrée. Et il y a quelque chose de tragique là-dedans, parce qu'on sait que ça ne va pas durer. La socialisation fait que ça ne peut pas durer. Mais je trouve, sur le plan romanesque, c'est un moment merveilleux à observer. Et il y a un passage, Camille Froide-Vaumétry, dans votre livre que j'ai trouvé très émouvant, lorsque vous racontez la grossesse et l'accouchement de votre fils, accouchement difficile, et vous évoquez, je ne l'avais jamais lu de cette manière-là, la manière dont cet enfant vous a protégé. Oui, c'est un magnifique mécanisme que j'ai compris quand je suis allée chercher quelques explications au tourment que j'ai vécu dans la continuité de cet accouchement très difficile, et cette phase dont une enquête récente a montré qu'elle concerne presque une femme sur 6 de dépression du postpartum. Les nourrissons dont les mamans ne vont pas bien, qui n'arrivent pas à établir le lien, soit pour des raisons de maladie, comme c'était mon cas, ou de difficulté à établir ce fameux lien, développent des stratégies pour aller chercher leur mère et pour aller créer ce lien qu'elles ne parviennent pas à tisser, en développant notamment des toutes petites pathologies qui sont pas bien graves, mais qui causent bien du souci, et qui permettent aux mères ou aux parents, de façon générale, de se tourner vers l'enfant. Et donc, il y a eu un moment, en fait, moi, dans mon propre parcours de maternité, où c'est mon enfant qui s'est d'abord occupé de moi avant que je sois, moi, en capacité de m'occuper de lui. Et donc, une manière d'avoir un lien à la fois fort et extrêmement protecteur dans un sens inverse à celui auquel on s'attendrait. Oui, c'est-à-dire que son souci, c'était que j'aille mieux. Et donc, il a fait en sorte que ça devienne possible, parce qu'il y a cette... Vous parliez de l'intuition des enfants, je crois. Enfin, moi, je pense qu'elle est immense, elle est très puissante aussi, et dès les premières heures de la vie. Et l'intuition que quelque chose n'allait pas bien et qu'il fallait d'une certaine façon le réparer, elle s'est manifestée de façon absolument merveilleuse. Bon, alors Maria Pourchet, donc il y a ce couple unique entre la mère et l'enfant. Hélas, celui-ci est brisé par la présence d'un type véritablement déplorable, qui est le père, en l'occurrence, que vous appelez
appelez l'élu, et l'élu n'a véritablement pas le beau rôle, puisque le portrait que vous en faites est plutôt... Alors, celui que la narratrice appelle l'élu, c'est le père de l'enfant, précisément. Le père de l'enfant, et donc vous le traitez de gentil fils de pute, par exemple, qui est une manière de dire à quel point donc, vous le tenez en basse estime. Le père, quelle est la place qu'il peut avoir dans ce monde-là et dans cette représentation-là des choses? Oula, alors c'est très programmatique ça comme question. Moi, je peux vraiment partir qu'à partir de mon récit. À travers de western. Quand elle parle de l'élu, elle parle de son passé immédiat, de son passé conjugal. Ce dont elle parle, c'est d'une absence. C'est d'une figure d'homme presque on la concevrait presque comme appartenant au XIXe siècle, où l'homme est extérieur, il procède à l'extérieur, à sa vie, à lui, à sa croissance, à lui, à sa propre croissance. Et il n'est pas tellement, pardonnez-moi, je vous coupe, il n'est pas tellement 19e siècle, parce que l'élu pense qu'on attend de lui le talent d'un seul homme en termes d'écoute, de cunilingus et de travaux pénibles. Ouais, bah ça me paraît pas très développé. 19e siècle, cunilingus, j'en suis pas sûr, mais... Mais en tout cas, elle, telle qu'elle, c'est vrai, on n'y était pas. Non, mais on l'a lu mot passant comme vous. Tel qu'elle le décrit, c'est un homme qui s'intéresse, en dehors de ça, à sa propre croissance sociale, personnelle, et elle se rend compte, au bout de quelques années d'efforts conjugaux, que la sienne a complètement été oubliée, et que ses ressources, son corps, sa patience, sa nervosité, ses émotions, peut-être même ses ressources matérielles, ont été mises, sous prétexte d'être mises au service d'un foyer, ont été mises finalement au service de la croissance de cet homme, parce que c'est son temps à lui que ça a libéré, c'est ses forces à lui que ça a libéré, c'est ses ressources à lui que ça a permis de potentialiser, et pas les siennes. Alors ça, c'est pas mon expérience, ça c'est celle que je donne à mon héroïne pour... expliquer sa démarche, mais quand je disais on peut concevoir ça au XIXe siècle, c'est un peu les hommes chez Maupassant. C'est un peu les hommes dans le système patriarcal depuis à peu près toujours, c'est-à-dire des hommes notamment dont on ne considère pas que la paternité soit quelque chose de l'ordre de la relation aux enfants. Attendez, parce que moi je ne suis pas du tout d'accord avec toutes les deux. Et quand on parle de cunilingus, ça veut dire qu'il y a au moins un souci du plaisir de la femme. Jamais chez Maupassant, les hommes ne se soucient du plaisir de la femme. C'est pas tant la question du plaisir, c'est de la question un peu arbitraire avec Maupassant là. Non, mais j'ai vu que Maupassant était une référence qui comptait chez vous, Maria Pourchet. Vous l'avez reprise. Très très longtemps, les pères ne se sont pas occupés de leurs enfants et encore moins de leurs filles. Dans mon roman Pleine et douce, justement, je travaille la question de la possibilité de ce qu'on pourrait appeler une paternité intime, c'est-à-dire que les pères d'aujourd'hui sont peut-être de façon tout à fait inédite en capacité d'être dans une relation à leurs propres enfants qui soit vraiment en rupture avec ce type de paternité distante. Et ça, c'est quelque chose d'inédit. Et par ailleurs, dans mon roman, je ne parle absolument pas de l'expérience de la paternité du père de l'enfant, puisque la narratrice dit qu'elle s'est barrée avec un enfant de 2 mois. Donc, quelque part, la violence faite au foyer, la violence faite à la paternité, c'est aussi elle qui l'a fait, elle la revendique. Je suis pas... c'est quelques pages, en fait, où elle parle de son passé conjugal, mais finalement, on peut tout à fait aussi lire ça comme une... c'est elle qui abandonne, pour des tas de raisons, c'est elle qui abandonne... Qui abandonne la parentalité classique. Et puis, il y a effectivement l'autre histoire, Maria Pourchet dans Western. L'autre histoire, c'est celle d'Alexis, donc cet acteur qui prend la fuite. Et là, c'est une interrogation sur ce qu'on appellerait aujourd'hui la masculinité toxique. Alors, j'emploie pas le mot toxique. C'est moi qui l'emploie. Ça vient en tout cas d'une... Mais je ne voulais pas qualifier les choses à votre place. Non, justement, j'essaye moi-même de ne pas avoir des qualifications abusives et des positions trop tranchées sur un phénomène en train de se faire, en train d'être observé, pour lequel il est peut-être urgent justement de suspendre le jugement, de prendre encore le temps. Et la fiction permet ce temps-là. Alors, ce que l'on peut dire, c'est que... Donc quand on me renvoie à des distinctions très polarisées comme ça, je suis toujours un peu figée, mais c'est très bien. Ce que l'on peut dire, c'est que ça n'est pas un criminel au sens c'est trivial pas un du terme. criminel pénal, c'est un donjon. C'est-à-dire que son crime, c'est d'avoir mal aimé. C'est donjon, c'est-à-dire c'est la brute, séductrice, prédative, qui subordonne toute sa vie au plaisir et à sa répétition, à la possibilité de sa répétition, et dont la principale arme
et le verbe et la parole. C'est-à-dire qu'il établit avec ses proies un rapport sédatif, un rapport d'hypnose amoureuse presque. Et une fois qu'il a fait ça, il abandonne. Il est abandonniste, Don Juan, et il passe à autre chose. Sauf que le Don Juan, là, on le prend, alors que c'était une figure abusivement sympathique jusque-là, on le prend à un moment de l'histoire culturelle où il est heureusement devenu détestable. Plus personne ne veut se regarder dans cette figure-là. Donc c'est pour ça qu'on le trouve au début du roman dans un western, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait rupture avec l'ordre établi suite à une logique de bannissement. Et qu'est-ce qui va devenir ? Est-ce qu'une femme comme Aurore peut encore l'aimer ? Alors il faut dire aussi que vous avez une vision très idiosyncrasique du western. C'est-à-dire que pour vous, le western incarne des histoires de femmes fortes. Disons que j'ai été très sensible enfant dans mon paysage mental, dans le référentiel de western que je mobilise. Oui, il y a des très belles, il y a des très beaux rôles de femmes qui étaient paradoxalement pour un genre dit macho, qui étaient dans mon enfance des fenêtres ouvertes sur ce que peut être une femme puissante. Parce que quand les femmes étaient à l'Ouest, elles étaient seules, elles avaient échappé à ce que la société réservait à leur genre, elles avaient des chevaux, des bêtes, elles avaient un fusil, elles savaient s'en servir, elles savaient désarmer les hommes. Et ça me donnait beaucoup d'espoir, je me souviens. Maria Pourchet, western, c'est aux éditions Stock. Camille Froidevaux-Métry, Un si gros ventre, expérience vécue du corps enceint, c'est également aux éditions Stock. On m'a déjà piqué plusieurs fois ces deux livres. 8h44 sur France Culture, le poids sur l'actualité dans quelques secondes.